Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont on va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de cette phase finale délicate pour l'exécutif. Ça y est, le tour des régions d'Emmanuel Macron est bouclé, il a fini par la Corse, pas le plus simple. Ses ministres ont été auditionnés ce matin au Sénat pour un premier bilan du grand débat. Ça va être l'heure des restitutions, puis des annonces. Attention, le mois d'avril sera périlleux, fin du grand débat, ça passe ou ça casse. Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Sophie de Menton à François Calfon. Nous reviendrons sur l'annonce de Bruno Le Maire ce matin au sujet des retraites chapeaux. Elles seront limitées à 30% du salaire du dirigeant et la mesure passera par ordonnance. Réponse ferme donc après la polémique autour du patron d'Airbus. Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi la réponse ce soir du Conseil constitutionnel à la loi anti-casseurs. Les sages censurent l'interdiction administrative de manifester. Article phare du texte le plus décrié de tous. Réaction ce soir sur notre plateau de François Grosdidier, sénateur LR de la Meuse, membre de la commission des lois. Il est notre invité dans OVPL. D'abord le détail avec Adrien Develay. La décision était attendue. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict sur la loi anti-casseurs, une loi jugée partiellement anticonstitutionnelle. En effet, l'article 3 de la loi, qui précise les conditions d'interdiction administrative de manifester, a été censuré par les sages du Conseil. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 3 de la loi des ferrets, permettant à l'autorité administrative, sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'1 mois. Selon eux, les autorités administratives possèdent dans le texte trop de pouvoir pour apprécier les motifs d'interdiction. Au-delà de la censure de cet article phare de la loi anti-casseurs, le Conseil a entre autres validé les articles 2 et 6 du texte qui organisent les contrôles et fouilles sur réquisition judiciaire et la répression pénale de la dissimulation volontaire du visage. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui avait lui-même saisi le Conseil constitutionnel sur ces 3 articles de la proposition de loi. Un texte adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat le 12 mars. La loi trouve ses racines dans une proposition de loi du président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, qui espérait ouvrir la possibilité de mettre hors d'état de nuire les casseurs et agresseurs des forces de l'ordre. Et on va donc aller plus loin avec notre invité ce soir, François Grosdidier, sénateur LR de la Moselle et non de la Meuse, comme je l'ai dit précédemment, membre de la commission des lois. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le Conseil constitutionnel dit non à l'article 3. Pas d'interdiction administrative de manifester. Est-ce que pour vous, ce texte est vidé de sa substance? Non, il n'est pas vidé de sa substance parce qu'il maintient l'essentiel sur le plan pratique. L'essentiel, c'est le délit de dissimulation du visage. C'est ce qui était le plus attendu par les forces de l'ordre. Il confirme les contrôles et les fouilles sur réquisition du procureur, mais aussi, ça n'a pas été dit dans le commentaire, il confirme le principe du casseur-payeur. Nous y tenions énormément. Alors après, effectivement, il sanctionne l'interdiction de manifestation pour des manifestants qu'on considère déjà comme dangereux. Et on regrette non pas la décision du Conseil constitutionnel, mais la rédaction de l'Assemblée nationale. Parce que notre rédaction à nous était beaucoup plus sûre au Sénat. C'était beaucoup plus sûr Pourquoi était-elle plus sûre? Parce que déjà la motivation de la décision d'interdiction devait être beaucoup plus précise. On devait faire le lien entre l'individu qui devait avoir été déjà coupable d'exactions de violence dans des manifestations, ou alors être en relation, mais qu'on puisse le démontrer, appartenir ou être en relation avec des individus qui appelaient à commettre des violences ou qui en commettaient. Et ça, c'était sorti du texte de l'Assemblée nationale. Il disait simplement qu'il fallait qu'un individu, par ses agissements lors de manifestations, puisse laisser penser qu'il pouvait être violent. Alors attendez, pour qu'on comprenne bien, ce sont les députés qui ont mis du flou dans tout cela et qui ont provoqué cette décision du Conseil constitutionnel. Ils ont fait, les députés, une motivation beaucoup plus floue. C'est ce que je viens de dire. Nous, clair, il fallait ou que la personne ait déjà été coupable de ça, ou alors qu'il soit en lien avec des groupes ou des individus violents. Et là, pour vous, ce serait passé? Oui, ce serait passé, parce que ça s'établissait, ça correspondait d'ailleurs à des formulations juridiques existantes. Pour l'Assemblée nationale, il suffisait qu'il ait commis des agissements laissant penser qu'il pouvait être violent. Deuxièmement, la durée et la portée.
Nous, on limitait l'interdiction par le préfet au périmètre de la manifestation et ses alentours, et juste la durée de la manifestation. Alors que l'Assemblée nationale élargissait l'interdiction à 1 mois pour l'ensemble du territoire national. Ouais. Donc effectivement, ça n'avait rien à Donc le voir. caractère éventuellement liberticide du texte, finalement, il venait des députés, pas du tout du Sénat. Bien sûr, sur ces points. Sur ces points, Ouais. nous, la motivation devait être précise et le lien entre l'individu interdit et des violences devait être établi, pas dans le texte de l'Assemblée. Ensuite, nous, on interdisait que sur la durée de la manif et sur le lieu de la manif. L'Assemblée, c'était 1 mois sur tout le territoire. Et enfin, autre problème, ce qui n'était pas dans notre texte, l'Assemblée avait rajouté qu'on pouvait notifier l'interdiction sur place. Donc au moment où le type arrivait à sa manifestation, on lui notifiait son interdiction. Donc tout ça, c'est la faute des aucun députés. recours était possible. C'est eux qui l'ont écrit comme ça. Symboliquement, tout de même, François Grosdidier et le Conseil constitutionnel donnent finalement raison à ceux qui jugeaient ce texte trop liberticide. Non, sur les dispositions de l'Assemblée, pas sur les dispositions du Sénat. Nous avions d'abord ceux qui jugeaient liberticide, ils le jugeaient aussi pour la dissimulation du visage. Ils le jugeaient mais c'était surtout aussi, l'interdiction ils le possible des jugeaient préfets aussi sur avec les fouilles. des arrestations arbitraires. Mais bien sûr, mais parce que c'est clair. Le préfet peut interdire, mais le préfet peut interdire qu'un individu dont il est établi qu'il est susceptible de commettre des violences. Or, la rédaction beaucoup trop floue de l'Assemblée ne le permettait pas. Le préfet aurait pu, dans notre texte, il pouvait interdire pour une manif à l'endroit de la manif. Mais 1 mois sur l'ensemble du territoire national, c'était trop large. Il fallait aussi que l'individu puisse faire valoir ses droits. Donc, si vous lui notifiez plus tôt, quelques jours plus tôt, il peut faire un référé. Si c'est sur place, il est sans recours. Donc soyons clairs pour nos téléspectateurs ce soir, cette loi va être promulguée, expurgée de cet article 3. Là, dans les tout prochains jours, il n'y a plus de recours possible vous concernant. Non, on pourra toujours, à la faveur d'une nouvelle loi, mettre un amendement qui complétera cette loi sur notre rédaction et pas sur celle de l'Assemblée nationale. Quand vous dites on pourra le faire... il faut un autre texte sur la sécurité. La loi peut toujours être complétée. Voilà. Donc, pour nous, l'essentiel, c'est que au moins, parce que c'est très controversé, soit créé le délit de dissimulation du visage, parce que c'est vraiment... celui qui concerne le plus de monde et qui permet le plus facilement d'appréhender des manifestants qui sont potentiellement violents. Donc ça, c'était essentiel. Rappelons dans cette affaire que c'est Emmanuel Macron qui s'est chargé de la saisine du Conseil constitutionnel à la veille même du vote de la loi. Alors, vous le regrettez, vous regrettez qu'il ait fait ça ? Bien sûr, parce qu'il l'a fait contre sa majorité. Ils auraient été bien plus avisés. Contre vous aussi contre le Sénat, non ? Mais ils auraient été bien plus avisés. Le président de l'Assemblée nationale aurait pu saisir le Conseil constitutionnel sur sa propre rédaction. Et à ce moment-là, elle aurait pu être corrigée. Et il y a tout lieu de penser que la rédaction du Sénat était beaucoup plus admissible parce qu'elle était beaucoup plus précise pour désigner les manifestants potentiellement dangereux. Elle était limitée dans l'espace et dans le temps, beaucoup plus strictement. Donc il a mis en porte-à-faux sa propre majorité, Emmanuel Macron ? Ah, mais bien sûr, c'est ce que d'ailleurs j'avais dit dès le moment même. C'est d'ailleurs ceux qui avaient donné autant de vagues à l'âme aux policiers le samedi suivant. C'est quand le gouvernement va dans un sens plus répressif et que le président va dans le sens inverse, c'est étonné que les policiers sur le terrain ne savent pas exactement dans quelle direction aller. Alors pourquoi l'a-t-il fait, selon vous, Emmanuel Macron ? Pour embêter qui ? Si vous dites que finalement ça n'allait pas dans le sens de sa majorité. Parce qu'il est toujours en même temps une chose et une autre, qu'il avait un réveil de sa gauche judiciaire au sein même de son groupe parlementaire et qu'il voulait satisfaire les uns et les autres. Et il ne s'agit pas de faire une chose et son contraire, il s'agit d'aller dans une direction, mais avec beaucoup plus de précision. C'est ce que faisait le Sénat. En disant, le préfet peut interdire, mais interdire vraiment la manifestation même et sur le lieu. Attendez, un mois et sur l'ensemble du territoire, c'était trop. Nous le pensions. On aurait peut-être dû recorriger la copie, mais si on l'a recorrigée, elle est... Vous aviez cette possibilité de recorriger la copie. Vous avez décidé de voter le texte tel que... On a décidé de le faire tel que, parce que on craignait que l'ensemble du texte soit défait, y compris la dissimulation du visage, dans le cadre d'une deuxième lecture, parce qu'on ne savait pas du tout où aller. La majorité de l'Assemblée nationale. Elle-même ne le savait pas d'ailleurs. Y a-t-il un peu de politique dans ce dossier, cette décision du Conseil constitutionnel présidée par Laurent Fabius, ex-premier ministre socialiste ? Je ne me le permettrai pas parce que je comprends les motivations du Conseil constitutionnel. Et c'est des débats que nous avons eus au sein de notre groupe
en sachant que la rédaction de l'Assemblée nationale présentait un risque constitutionnel. On aurait aimé que ce ne soit pas confirmé. D'ailleurs, nous l'avions dit. Nous avions fait quand même le pari du vote conforme pour que ce texte puisse vite aboutir. Il aboutit vite, ça permet au moins immédiatement de sanctionner ceux qui se dissimulent le visage lors des manifestations. Et c'était la première demande des forces de l'ordre. Merci infiniment François Grosdidier d'avoir été notre invité ce soir, sénateur LR de la Moselle, membre de la commission des lois. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Sophie de Menton à François Calfon. On va s'arrêter sur cette annonce de Bruno Le Maire ce matin chez nos confrères de BFM. Le ministre veut limiter les retraites chapeaux des grands patrons et il veut passer par ordonnance. Pourquoi une telle urgence? Explication avec Samia Dechir. Tom Enders n'a pas trop à s'en faire pour ses vieux jours. Lorsqu'il quittera Airbus le 10 avril, le PDG touchera la coquette somme de 36,8 millions d'euros. Un parachute doré comme on dit, soit l'accumulation de primes de départ pour un dirigeant. Dans le cas de Tom Enders, Airbus va lui verser 7,3 millions d'euros d'actions attribuées gratuitement sous conditions de performance. 3,2 millions au titre d'une clause de non-concurrence et surtout une retraite chapeau de 26,3 millions d'euros. 36,8 millions d'euros en tout, c'est beaucoup trop pour Bruno Le Maire, qui veut encadrer davantage la rémunération des grands patrons. Ce sont des sommes excessives. Ce sont des sommes d'un autre temps, d'un autre capitalisme. Le contraire de celui que nous cherchons à construire. Je cherche à construire un capitalisme responsable. Mais certains ne veulent pas comprendre. Donc, puisque certains ne veulent pas comprendre, nous allons prendre une série de dispositions. Dans le viseur du ministre, les retraites chapeaux, ces pensions supplémentaires versées aux dirigeants sur le départ par leur entreprise. Elles sont aujourd'hui plafonnées à 45% du salaire. Le gouvernement veut abaisser la limite à 30% maximum. Bruno Le Maire veut également interdire le cumul d'une retraite chapeau avec une clause de non-concurrence. Ces propositions seront intégrées au projet de loi Pacte, dont l'examen reprendra la semaine prochaine au Sénat. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Sophie de Menton, bonsoir, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. François Calfon, bonsoir. Conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du PS. François Calfon, limiter les retraites chapeaux à 30% du salaire, c'est presque une mesure socialiste, j'imagine que vous la saluez, non? Oui, sans doute. Simplement, ça fait 20 ans qu'on a ce débat sur la rémunération excessive des patrons. Et ça fait 20 ans que la FEP nous dit qu'elle va finalement réglementer tout ça par un code de bonne conduite. Évidemment, il est explosé, le code de bonne conduite. Donc, il faudrait effectivement encadrer, alors pourquoi pas de cette manière-là, c'est pas suffisant, mais c'est un premier pas, finalement, les rémunérations des patrons. Ensuite, j'observe quand même que M. Le Maire se réveille, mais en ce qui concerne M. Ghosn ou M. Enders, c'est deux entreprises qui sont parapubliques, dans lesquelles, en tout cas, il y a des administrateurs de l'État. Il y a même des administrateurs qui siègent au comité des rémunérations. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Bon, la vérité, elle est tout autre. Elle est qu'il y a quand même eu pour Renault des performances qui ont été impressionnantes, puisqu'on a conduit ce constructeur automobile du 5e au 6e rang au premier rang mondial. Et à la fin, plus personne n'osait contester Carlos Ghosn. Même si manifestement, il y avait, maintenant tout le monde dit, il y avait énormément, on parlera de Carlos Ghosn dans un instant. Il y avait énormément de vaisselle cassée sous la moquette. Et puis Airbus est le premier groupe aéronautique mondial avec les déboires, y compris de Boeing. Donc dans ces deux cas-là, il y a la tête des patrons qui enfle, jusqu'à la folie, pardon, pour Carlos Ghosn. Mais il y a aussi une certaine performance. Et pourquoi pas, parce que je ne suis pas naïf, c'est ce qui s'est passé au Japon. C'est peut-être ce qui se passe aussi avec M. Enders, des volontés de déstabilisation, notamment des États-Unis. Ça existe, il ne faut pas non plus être naïf. Mais pour autant, je pense qu'il est nécessaire d'encadrer par la loi, ce qui semble commence devoir être fait, les rémunérations des patrons. Sophie de Menton, vous aussi? Alors, sur le préambule, vous allez être très étonnés, je suis pratiquement d'accord sur tout avec vous. En l'occurrence, j'ai quitté... J'ai rédigé, j'ai contribué, je suis présidente d'éthique, j'ai contribué à rédiger le code AFEP-MEDEF sous Laurence Parisot au MEDEF et j'ai claqué la porte. Et j'ai claqué la porte sur les retraites chapeaux. J'ai dit, vous ne pouvez pas laisser ça parce que c'était illisible comme tous les codes. Vous trouvez tout ce que vous voulez, etc. Non, mais sur les montants, c'est surtout les montants qui préoccupent oui, c'est les montants, c'est le principe. Où on avait la volonté de effectivement limiter ça. En tout cas, à éthique, c'est très simple, nous sommes contre les retraites chapeaux. Les retraites chapeaux. Oui, c'est aussi une recette. Les retraites chapeaux, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Nous étions contre et nous pensons
qu'à ces salaires élevés, qui sont plutôt mérités, je suis une libérale et je considère que c'est les actionnaires qui doivent fixer les salaires, à ce niveau de salaire, on est capable de mettre un peu d'argent de côté pour sa retraite. Et vis-à-vis, non mais c'est vrai, vis-à-vis des salariés de l'entreprise, c'est inadmissible. Mais alors, Donc, Bruno Le Maire nous dit que ce sont des sommes excessives d'un autre temps, d'un autre capitalisme. Oui, mais alors, il existe un nouveau capitalisme social ? Non, c'est pas un nouveau capitalisme social. Ce sont des mots qui sont, pardonnez-moi, assez creux. Je pense que moi, je suis contre la loi, en revanche, et je suis furieuse parce qu'il y a des moments où, comme l'autorégulation échoue, malgré énormément... Le problème, Sophie, c'est que, vous l'avez bien dit, c'est un témoignage qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, en général, l'autorégulation fonctionne, mais pas dans les détails. Donc, en vrai, elle ne fonctionne pas. Elle peut fonctionner, et là, je vais vous dire... Et ça fait 20 ans qu'on a le même argument sur la loi, pardon de vous le dire, en disant, ah mais oui, mais laissez-les faire, et c'est les mieux à même. C'est révoltant. Alors, attention. Ça marche pas. Oui, d'accord, voilà, ça marche pas, simplement. sauf qu'il y a 220 000 retraites de chapeau en France. Bon, et que les retraites de chapeau qui sont scandaleuses, il y en a 40. En plus, il y a des boîtes qui sont américaines, étrangères, etc. Et en plus de ça, si on commence à légiférer, ça ne va pas suffire parce qu'il y a le Golden Hello, il y a le Golden Parachute. Vous avez conscience que vous dites une chose et son contraire. Vous avez dit, j'ai essayé de la FEP, ça n'a pas marché, mais il ne faut pas la loi. Non, donc moi, l'objet nouveau, l'objet volant non identifié de régulation, je ne le saisis pas. Pardon de vous le dire. Je pense qu'on est à un moment où si le MEDEF-CIME, c'est ce que proposait Éthique, en faisant signer toutes les boîtes du 440 au MEDEF, je veux dire, où elles s'engagent, où il n'en est plus question. D'ailleurs, j'aimerais poser une question intéressante. Pour les retraites de chapeau, il faut les supprimer, point. Mais je pense que s'ils s'engagent à le faire, il y aura peut-être une exception, on ne va pas en faire une maladie s'il y a une exception par an. Et ce qui m'intéresserait beaucoup de savoir, parce qu'on en fait énormément sur M. Sénard, qui a remplacé effectivement Carlos Ghosn, qui a divisé son salaire, qui est moins payé qu'il n'était chez Michelin, très bien, tout ça est magnifique. Oui, mais enfin, M. Sénard, il a pour moi, peut-être je vais vous surprendre, je pense que ça a été un patron plutôt vertueux chez Michelin. Bien sûr, il y a des restructurations, bien sûr, il a un salaire, mais on voit bien qu'il y a une forme d'éthique du capitalisme, pour le coup, d'un capitalisme rénant industriel, d'un grand groupe comme Michelin, qui est respecté. Mais malheureusement, doit-on finalement se fier simplement à l'engagement d'une personnalité? Ça ne fonctionne pas. J'ai envie qu'on ait confiance. Nous sommes un pays où nous faisons des lois qui ne sont pas respectées. Oui, mais on voit qu'effectivement, ça ne marche pas toujours. Et juste un tout petit mot, j'aimerais savoir s'il a une retraite chapeau. Alors, il se trouve qu'un autre patron a effectivement essayé de faire valoir ses droits à une retraite chapeau, c'est Carlos Ghosn, 765 000 € par an jusqu'à sa mort. Renault a dit non. Et depuis, Carlos Ghosn, ça ne vous a pas échappé, de nouveau été arrêté au Japon. Juste avant, il se disait victime d'un acharnement et il demandait l'aide du gouvernement. C'était au micro de nos confrères de TF1 LCI. On l'écoute. Je suis combatif, je suis innocent, c'est dur, il faut le savoir. Et je fais appel au gouvernement français pour me défendre, pour préserver mes droits en tant que citoyen pris dans un engrenage incroyable à l'étranger. C'est un appel au gouvernement français qui a trouvé ceci comme réponse. Il y a de nouveaux éléments qui sont apparus qui étaient suffisamment importants pour mériter d'être transmis à la justice. Et cette phrase est signée Bruno Le Maire. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Comme ça, on va être nuancé. D'abord, pour que les gens comprennent bien la conclusion de mon propos, c'est quand même un délinquant. Donc un délinquant... Attendez, la présomption d'innocence, il n'est pas jugé. Laissez-moi juste terminer, puis vous ferez l'avocate de Carlos Ghosn. Je ne fais pas du tout l'avocate, mais... Laissez-moi terminer, vous perdez du temps et on en perd à nos auditeurs aussi. Non, vous dites que c'est un délinquant, on n'a pas le droit. Très bien, je sens qu'il y a une avocate de Carlos Ghosn. C'est un délinquant et à ce titre, quand on enfreint les propres règles de son entreprise, on ne mérite pas, parce qu'il y a une rupture du contrat de confiance, et d'un point de vue juridique, synalagmatique, on ne mérite pas les avantages qui sont des avantages indus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, peut-être que là, vous allez me rejoindre, c'est pas parce que c'est un délinquant qu'il faut être naïf. Il y a une guerre économique des États, et la réussite de Carlos Ghosn, dans une alliance déséquilibrée au profit de Renault, parlons simplement, a été... Nissan. Bien sûr, et puis l'État japonais, pas que Nissan, hein, et a été chassé. Mais j'ai envie de dire, il peut y avoir les deux. Dans une expression populaire, quand on veut monter au mât de cocagne, hein, on dit qu'il faut avoir l'arrière-train propre. Or, son arrière-train n'était pas propre. Donc, il a tenté d'être le premier mondial en finalement pompant un peu les résultats de Nissan. Hein, quand on voit, c'est quand même Nissan qui faisait la profitabilité du groupe, mais les Japonais n'ont pas entendu de cette oreille. Dernière chose, je rajoute d'un point. Encore une fois, que faisaient, parce que M. Le Maire est sympathique, mais que faisaient les administrateurs de l'État
chez Renault. Et je vous rappelle que c'est l'actionnaire de référence. Manifestement, il faisait dodo pendant Vous y voyez aussi une responsabilité de l'État français, bien sûr. Sophie. Alors, j'y vois évidemment la responsabilité de l'État français, qui est le plus mauvais actionnaire. Non, mais qui est le plus mauvais actionnaire. Partout où ils passent, on ne sait pas ce qu'ils font, ils ne connaissent pas l'entreprise, c'est une catastrophe. Donc oui, ils auraient dû immédiatement réagir. De toute façon, ils étaient très minoritaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron avait essayé de faire monter le capital de l'État pour avoir plus de poids. Bon, ça ne marche pas. Alors, d'abord, il y a quand même une présomption d'innocence. Je veux dire que... On l'a entendu, ça. Ah oui, bon, très bien. Deuxièmement, il y a effectivement cette tentative de déstabilisation qui doit être énorme. J'aimerais bien qu'on attende 2 minutes qu'il soit jugé, parce que c'est une halalie que je comprends, parce que apparemment les derniers éléments qu'on nous révèle sont quand même un petit peu embêtants. C'est joliment dit. Dire. Et moi, ce qui m'embête beaucoup plus, c'est que, attendez, tout ça, quand vous connaissez le fonctionnement d'une boîte, vous vous rendez compte du nombre de gens complices qui doivent être là-dedans? Non, mais la vérité, c'est que, enfin, moi, j'ai lu, j'étais pas dans Renault, mais maintenant, je connais des cadres de Renault très importants qui parlent. Ils disaient l'amour de Carlos pour l'argent était connu de tous. Ils n'en ont pas parlé. Bon, ensuite, on voit quand même cette histoire de château de Versailles qui est assez emblématique. On fait, dans le cadre d'une fondation, une soirée de donateurs de Renault, bien sûr, au Grand Trianon, hein, ça c'est, on peut le moins. Et puis 15 jours plus tard, comme par hasard, il y a le mariage de Carlos Ghosn au même endroit. Et là, il n'y a pas, voilà. Et il y avait un système, manifestement, de détournement systématique des conseils au sein de l'Alliance Renault-Nissan au profit du seul Carlos Ghosn. Donc il y avait un vrai problème au-delà de l'argent, de gouvernance et de privatisation de la gouvernance. Tout le monde est complice. On va parler... Allez-y, rapidement. Tout le monde est complice. Quand vous avez ces capitaines d'industrie qui étaient portés au nu, qui a fait un boulot extraordinaire, les gens sont aussi fascinés. Lui est fasciné par l'argent qui rend fou, on est bien d'accord. Mais je veux dire que la responsabilité, elle est collective aussi, et il faut le voir. Allez, on parle encore de retraite. La réforme est décidément compliquée à mettre en place. Cette fois, c'est le haut-commissaire Jean-Paul Devoy qui semble taper du poing sur la table. Ce qui semble l'agacer, c'est la petite musique entretenue par Matignon et Bercy sur un possible report de l'âge de départ. Selon le Canard enchaîné, il se serait plaint auprès de proches du chef de l'État en ces termes, et je cite, « les cons de Matignon qui défendent une mesure uniquement comptable, comme le passage du départ à la retraite à 63 ans ou plus ». Sophie de Menton, que vous inspire cette double musique gouvernementale sur les... Alors, c'est une double musique qui devait arriver. Parce qu'on est parti sur une réforme des retraites en jurant qu'on va faire une formidable réforme et que ça ne changerait rien et qu'on ne travaille pas plus longtemps. l'âge de départ à la retraite. Donc alors à ce moment-là, voilà. Il y a quand même un problème majeur, c'est que nous vieillissons, nous avons des espérances de vie de plus en plus élevées et que moi... Et Dieu sait en plus si dans les entreprises, on n'est pas forcément très à l'aise avec des salariés plus âgés qui vieillissent parce qu'ils coûtent beaucoup plus cher. Donc je suis tout à fait honnête, il faut être objectif dans ce genre de choses. On ne pourra pas s'occuper de nos vieux, entre guillemets, de nos retraités. Je veux dire, si on continue à oublier le fait que la vie s'allonge, on n'aura pas de quoi financer ni leurs EHPAD, ni leurs retraites. Alors attendez, je finis juste une seconde. Donc c'est un sujet beaucoup plus compliqué que ça. Éthique, on y a réfléchi. On avait des propositions qui me semblaient intéressantes, parce qu'effectivement, il y a en plus la maladie. On était très bons avant et on vivait plus longtemps en bonne santé. Et là, la France est en train de vivre en moins bonne santé. Donc on vit plus longtemps, mais en moins bonne santé. Donc c'est également un problème pour l'entreprise. On n'est pas dans une politique de santé de prévention. C'est aussi un tout. Et je pense qu'il faudrait prolonger le départ à la retraite d'un trimestre par an, ce qui correspond un peu au vieillissement. Vous êtes comme Xavier Bertrand ce week-end dans le JDD qui dit reculer l'âge de la retraite est la seule voie. Ne pas reculer l'âge de départ à la retraite, c'est mentir aux Français. Oui. Je sais qu'une telle réforme demande des efforts, mais elle garantit la survie du système. François Calfon. Tout à l'heure, on a parlé des retraites chapeau. Je crains fort qu'au terme de tout cela, ce soit les Français qui portent le chapeau sur les retraites. Joli. Première... Facile. Peut-être facile, mais... Non, joli. Ici, je vous laisse le gars. Mais parlons du fond, parce que autrement on va le toucher à commenter simplement les bons mots des uns et des autres. Allons-y. Très clairement et très simplement, le sujet, c'est qu'il y a deux lignes qui s'affrontent. Une ligne qui est plutôt une ligne contractuelle, parce qu'il faut finalement modifier notre système de retraite, même si à ce stade les caisses sont plutôt pleines, il faut quand même le rappeler, il ne faut pas être que accusatoire aux Français, mais il y a ce mouvement de vieillissement de la population. Moi, je préfère deux choses, et je vais donner un bon point à Emmanuel Macron de campagne, pas à Gérald Darmanin et à d'autres maintenant, c'est de dire, d'abord, peut-être allons vers un système universel,
chaque point cotisé est le même pour chaque Français. C'est bien. Ça, c'est quand même un point. Et les Français, ils sont massivement attachés. Oui, absolument. Et donc, il y a un sujet de dépassement à terme des régimes spéciaux, même si c'est un acquis social. Et la deuxième chose, moi, je suis assez séduit quand même par la démarche du haut-commissaire, que j'oppose à la vision très comptable du Premier ministre et du ministre du Budget, qui dit 65 ans, dans une logique punitive. C'est de dire, il y a un âge de référence, je termine, il y a un âge de référence, en deçà, vous avez le droit de partir, mais vous aurez un peu moins. Et au-delà, il y a un bonus. Et c'est cette logique du bonus-malus. Je vous donne juste un chiffre, un sondage Elab paru pour les Échos ce soir. 8 Français sur 10 ne veulent pas qu'on touche aux 62 ans. Mais bien évidemment, forcément, ils veulent qu'on et je touche pense à que les rien, de toute Français façon. sont tout à fait capables de choisir, de gagner un peu moins pour s'occuper. Non, quand vous voyez les retraités actuellement, qui n'arrivent pas à... D'accord, mais alors ce que vous proposez, c'est d'aller à 65 ans, 8 Français sur 10. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, sur ces réformes qui sont importantes, dont on sait sur le consensus, parce que faut-il modifier le fonctionnement des retraites, les Français diraient 8 sur 10, il le faut. Donc il vaut mieux susciter non pas finalement le conflit, comme on le voit sur autre chose depuis des mois et des mois, mais l'adhésion. Et je trouve que M. Delevoye avait fixé une voie que manifestement... Une voie insuffisante. Que manifestement la droite de ce gouvernement qui rejaillit de sa boîte comme le diablotin ne veut pas entendre. Et on a bien compris vos points de vue à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, ça continue. Place à notre grand débat. #OVPL pour réagir sur Twitter. Ça y est, on entre dans la phase finale de la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a terminé son tour de France. 15e et dernier grand débat en Corse. 2 ministres sont venus faire le bilan ce matin au Sénat. Lundi prochain, on aura les premières restitutions de ce qu'ont demandé les Français. Bref, le mois d'avril sera déterminant. On en parle avec nos invités. On fait le point d'abord avec Jérôme Rabier. Cette fois, c'est promis, le Tour de France des grands débats d'Emmanuel Macron est terminé. Après avoir joué les prolongations, c'est donc en Corse que le président de la République achève sa tournée des maires de France. Et comme à chaque fois, il a promis de l'écoute, mais sans rien dévoiler de ce qui sera retenu à l'issue de ce grand débat national. Si je suis là parmi vous, c'est évidemment pour... d'une part, parachever ce Tour de France, auquel je m'étais engagé d'ailleurs dès novembre dernier, auprès des maires que j'avais accueillis à l'Élysée, des 2000 maires, aller dans chaque région au contact de chacune et chacun pour comprendre, partager, voir ce que nous pouvions travailler ensemble. Et aussi pour continuer la discussion, le cheminement commun. Pour les annonces, il va falloir encore patienter, l'échéance ayant été fixée au milieu du mois d'avril. D'ici là et dès lundi, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui devra se charger d'orchestrer l'attente. Et c'est au Grand Palais, à proximité des Champs-Élysées, lieu phare des manifestations des Gilets jaunes, que le Premier ministre présentera la compilation des propositions des Français. Des propositions enregistrées sur le site du Grand Débat National et dans les débats organisés partout en France. Le gouvernement a promis une restitution complète. Avec 1,5 million de contributions revendiquées, l'exercice promet d'être corsé. Reste encore à savoir les options qui seront finalement choisies au sommet de l'État. Et avec nous pour le grand débat dont on va plus loin ce soir, Benjamin Morel, bonsoir. Docteur en sciences politiques, chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Alexia Germont, bonsoir. Bienvenue à vous également, présidente du think tank France Audacieuse, présidente du mouvement politique Nous Citoyens et auteur de ce livre Réveillons notre Europe. On attend Stéphane Vernet qui devrait nous rejoindre dans quelques secondes et Arnaud Benedetti, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, professeur associé en histoire de la communication. Ça y est, Emmanuel Macron clôture sa première phase de grand débat en région. Il a fini par la Corse. C'était pas le plus simple, hein, Benjamin Morel. C'était pas le plus simple et peut-être n'était-ce pas le plus intelligent parce qu'il était censé terminer ce grand débat dans une dynamique qui serait pour lui une dynamique positive. En apothéose. Exactement, avec du coup une forme de consensus. Paradoxalement, peut-être aurait-il dû faire la Corse hier et la Bretagne aujourd'hui, parce que c'était beaucoup mieux passé en Bretagne que ça ne s'est passé en Corse. Là, on reste tout de même sur une impression assez étrange, avec relativement peu de maires présents, 80 maires je crois, avec qui plus est évidemment tout le mélodrame autour de sa venue et de ses rapports avec l'exécutif corse, avec également tout le fond des attentats qu'il y a pu avoir ces derniers temps en Corse. Oui. Donc on voit que très clairement, c'est une situation de tension
pour un rendez-vous qui devait être un rendez-vous de réconciliation, eh bien, c'est peut-être pas tout à fait le bon signal à envoyer. Et Stéphane Vernet nous a rejoint comme promis. Bienvenue à vous, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Je vous laisse souffler, je reviens vers vous dans un instant. Alexia Germont, c'est vrai que la coalition nationaliste avait appelé à une demi-journée île morte. C'était pas le meilleur accueil pour Emmanuel Macron. C'est un choix un peu surprenant de finir sa phase de grand débat sur cela, sur ces divisions et ces tensions avec Lille. Oui, sans faire de jeu de mots qui ne seraient pas appropriés, mais c'est quand même une fin corsée, quoi. Donc, il me semble que... C'est la soirée des jeux de mots, je vous rassure, il y en a eu juste avant dans le match. Non, mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi, dans une opération qui a quand même été beaucoup tirée par l'idée de communication depuis le début du grand débat, là, on a l'impression de rater la dernière marche et finalement de venir se mettre en plein cœur de l'exercice le plus difficile, parce que sa dernière venue en Corse, c'était déjà mal passé. Aujourd'hui, en plus, on voit bien que les sujets qui étaient abordés, c'était des sujets évidemment sur la pauvreté. En termes de représentativité des Gilets jaunes en Corse, sur l'île même, a priori, c'était pas là non plus qu'il y avait le plus de représentativité. Et d'ailleurs, avec des remarques qui étaient assez intéressantes, parce que sur le thème de la solidarité, qui était peut-être une solidarité qui était déjà très ancrée en Corse et qui n'avait pas besoin de s'exprimer non plus ou de se retrouver sur les ronds-points. Donc on a vraiment l'impression d'un showstrap pour le coup. Et c'est assez juste que vous dites, la consultation citoyenne en Corse n'a pas rencontré un franc succès. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée. Moins de 4 contributions en ligne pour 1000 habitants. Par comparaison, il y en a eu entre 8 et 10 à Paris. Il y a eu 3 fois moins de réunions qu'ailleurs en moyenne. Et pourtant, les élus corses ont plutôt joué le jeu. En Corse du Sud, près de 50% des 124 communes ont ouvert un cahier, contre un tiers seulement en moyenne sur le continent. Et en Haute-Corse, encore plus, 153 mairies sur 236 ont mis des cahiers citoyens à disposition du public. Arnaud Benedetti, est-ce que ça veut dire qu'il ne fallait pas faire de grands débats en Corse? Emmanuel Macron aurait mieux fait de s'abstenir? Les élus corses n'étaient pas opposés à un grand débat. Les élus nationalistes étaient prêts à un grand débat. Ils étaient prêts à un grand débat à condition que les questions qu'ils posent et les revendications qu'ils portent soient quelque part discutées dans ce débat. Gilles Simeoni a une revendication qui est très claire. C'est une revendication aujourd'hui d'avancée institutionnelle. Le président de la République, lorsqu'il s'est rendu en Corse en février 2018, a quand même fermé toutes les portes. Et finalement, quand on entend Gilles Simeoni, il a un discours qui est assez logique et assez construit sur le plan historique. Il fait la comparaison avec François Mitterrand. François Mitterrand, quand il arrive au pouvoir en 1981, a un corps électoral en Corse avec 15% à peu près de nationalistes. Il accorde aux nationalistes et il accorde à la Corse un statut particulier, il réouvre l'université, il supprime la Cour de sûreté de l'État et par ailleurs, il amnistie les prisonniers politiques. Gilles Simeoni dit aujourd'hui, nous sommes majoritaires, nous avons 55% du corps électoral qui est derrière nous, voire plus. Nous avons des revendications institutionnelles qui sont portées. Et il n'y a aucune volonté de dialogue, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu par l'exécutif territorial, de la part d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron a vraisemblablement a pris un double risque. Il a pris un risque vis-à-vis du débat, du grand débat national, parce qu'il redonne l'impression d'être un personnage clivant, et c'est véritablement l'objet du grand débat national, un peu de décliver quand même l'image d'Emmanuel Macron. Et puis il prend un risque pour la suite en Corse, parce que la situation est extrêmement tendue. Et n'oublions pas que, quand même, ça fait maintenant de plusieurs années que les attentats, malgré tout, le FLNC a abandonné, a fait l'adieu aux armes, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, on est à nouveau dans une situation qui est assez complexe et assez tendue. Stéphane Vernet, il fâche localement et en plus, il termine sur une mauvaise note toute sa série de grands débats, 15 débats, et finir là-dessus. Oui, en fait, moi j'ai envie de dire il fallait terminer, il fallait garder le meilleur pour la fin. C'était pas forcément la Corse. C'était pas la Corse. C'était la Bretagne le meilleur pour la fin. C'est ce que disait voilà, mais non, mais c'est vrai. La Bretagne, c'est une terre centriste par excellence qui s'est convertie au socialisme dans les années 70 et qui s'est massivement reconvertie au centrisme avec Emmanuel Macron en 2017. Quand vous regardez les résultats à la présidentielle ou aux législatives, il y a eu une percée folle. Et en Bretagne, ça s'est très bien passé. Il avait 600 maires face à lui à Ploufragan. C'est
je vous rappelle que c'est la région de France où il fait le meilleur vivre, les gens sont optimistes, ils sont très contents d'y être et ça se passe pas si mal, même s'il y a des gilets jaunes. Le paradoxe, c'est qu'effectivement en Corse, les gilets jaunes n'ont pas pris, mais j'ai envie de vous dire, en fait, il s'est piégé lui-même. C'est-à-dire qu'il avait promis qu'il irait à la rencontre des élus, des grands élus de toutes les régions. Et toutes les régions, c'était 14 rendez-vous, c'était les 13 régions métropolitaines, dont la Corse, plus les Outre-mer. Sauf que dans les Outre-mer et en Corse, en fait, le mouvement des gilets jaunes, il n'a pas pris, en tout cas pas de la même manière qu'en métropole, parce que ce sont des territoires qui ont des revendications qui leur sont propres. Et en fait, à quoi est-ce qu'on assiste ? On assiste à des élus autonomistes qui disent nous, on a été élus sur un programme qui vise à obtenir l'autonomie de la Corse ou renforcer l'autonomie de la Corse. On a été bien élus et c'est de ça dont on veut discuter. Le souci, c'est que le président de la République ne peut pas accepter qu'il se fasse dicter son emploi du temps, son agenda, son ordre du jour par le président de l'Assemblée de Corse. Et c'est ce qu'il a dit cet après-midi au cours du grand débat. Il a eu une phrase comme ça en disant « ça n'existe pas, ça n'était pas possible ». Mais en réalité, le débat, il existe et le dialogue existe entre l'État, la République et la Corse. Ce à quoi on est en train d'assister, en réalité, c'est un super coup de com' médiatique et politique de Jean-Guy Talamone. C'est lui qui est aux commandes et c'est lui qui vole la vedette à Emmanuel Macron sur ce rendez-vous. En pratiquant la politique de la chaise vide. Alors, la seule erreur en fait du président de la République et de l'Élysée, c'est d'avoir choisi la Corse comme dernière étape. Alors la phase finale de ce grand débat a aussi pris la forme d'une audition bilan de 2 ministres. C'était ce matin au Sénat, Emmanuel Wargon et Sébastien Lecornu. Les sénateurs voulaient en savoir plus sur la méthodologie, comment compiler 1,5 million de contributions. Ils ont été questionnés pendant un long moment et ils ont réagi juste après au micro d'Alexandre Poussard pour Public Sénat. On les écoute. Ce grand débat était totalement indépendant. La parole est libre dans ce pays. Les citoyens qui ont participé, 1,5 million de personnes, s'en sont saisis. Depuis 2 ans, une partie de la gauche, ne sachant pas trop quoi dire, dit c'est le président des riches. Puis une partie de la droite, ne sachant pas trop quoi dire, dit c'est le président hors sol. Puis manque de bol, on découvre un président de la République qui a 40 ans, qui n'a jamais été maire et qui pendant des heures est capable de parler de dossiers techniques très complexes que certains sénateurs ou certains élus locaux seraient incapables justement de traiter et de comprendre comme lui. Donc là, on voit bien que justement cet argument devient pour le coup, lui, complètement spécieux et hors sol. Et pardon, je suis ministre des collectivités territoriales, j'ai été maire, j'ai été président de département, et donc je l'ai rappelé à ma manière. Mais respectons aussi le parcours de chacun, j'ai pas l'impression d'être un profil hors sol. En tout cas, je suis moins de politique que certaines personnes, et en tout cas moins depuis longtemps que certains sénateurs. Oh là là, la fin du grand débat, c'est aussi un peu l'heure des règlements de compte, Alexia Germain ? Oui, je trouve que c'est totalement déplacé. C'est exactement ce qu'on ne souhaite pas entendre dans le cadre du grand débat, tout simplement. Alors que là, certes, c'était suite à l'audition, donc ça a été une interview peut-être bien faite qui permet à ce moment-là, justement, de dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Bon. Mais dans le cadre de l'audition devant le Sénat, c'était au contraire très pédagogique. C'est-à-dire qu'il y avait à ce moment-là la méthode, les principes qui avaient été retenus, sachant que déjà en faisant cet exercice-là, tout de suite on voit bien la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire que même tous ceux qui ont participé à l'exercice du grand débat, ce qu'on a fait nous par exemple au sein de France Audacieuse et de nous citoyens, on a organisé pas mal de débats, mais sans aucune illusion sur la difficulté de la sortie du grand débat, parce que justement c'est sur l'exhaustivité de la restitution, c'est pas parce qu'on vous dit qu'on va utiliser de l'intelligence artificielle pour traiter, il faut quand même bien savoir déjà que toutes les contributions manuscrites, on voit pas comment elles vont pouvoir être remontées. Donc je crois que c'était très intéressant déjà d'avoir ce cadrage, mais là, pour moi, c'est une sortie de route. Benjamin Morel. Oui, il y a un vrai problème méthodologique qui était abordé ce matin et auquel le gouvernement a apporté des réponses relativement faibles. D'abord parce qu'on n'a pas le temps de faire un vrai travail méthodologique sur ce grand débat et qu'en plus, la méthodologie s'est construite en marchant dans un temps très court. Il y a d'abord un biais de sélection, c'est-à-dire que ceux qui ont participé au grand débat, que ce soit en ligne ou que ce soit dans des réunions locales, ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population française. Ils sont représentatifs de partis très ciblés qui plus est, on a majoritairement plutôt l'habitude d'entendre. Ensuite, il y a un deuxième biais qui est le biais de restitution. Qui tient la plume pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion? C'est pas des professionnels. Comment choisir les mots, etc. Ensuite, vous prenez ces mots et pour une partie d'entre eux,
vous les faites passer dans un algorithme qui va être retenu par un institut, je crois, Opinionway, avec des codes sources dont on ne dispose pas. Je rappelle qu'on a ça pour le vote en ligne et que la cour allemande de Karlsruhe a dit c'est un problème démocratique, on interdit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vote électronique en Allemagne. Donc on voit que ça pose de gros problèmes, tout bêtement, qui sont liés à la confiance dans la restitution dans ce grand débat, et que l'audition de ce matin pour ça était extrêmement importante. Mais comme on a fait tout très vite, et qu'il y aura bien sûr une possibilité ensuite pour le CNRS, des instituts de recherche, de reprendre tout ça qui va être en open data, mais ça va prendre des mois, des années, et bien comme du coup on n'aura pas de contre-expertise rapidement, ça pose un problème de crédibilité, de confiance légitime, comme disent justement les juges allemands. Stéphane Vernet. Alors oui, les sondages d'opinion montrent que les Français ont de moins en moins confiance dans ce qui va sortir du grand débat. C'est vrai qu'il y a eu des biais sur la participation, tout le monde n'est pas venu. C'est vrai qu'on peut se poser des questions sur qui fait les comptes rendus des réunions publiques, mais par contre, les contributions manuscrites, elles sont effectivement prises en compte. Elles ont toutes été saisies et numérisées par la Bibliothèque nationale de France, qui ensuite les transmet à des sociétés spécialisées pour les traiter. Et vous avez deux choses. Effectivement, Opinionway va éplucher tout ce qui est de l'ordre des contributions en ligne sur le site du Grand Débat National dès qu'il s'agissait de répondre aux questions préposées. Mais vous avez un trio, un consortium de 3 entreprises qui s'appelle le cabinet Roland Berger, Cognito et Bluenov, qui sont des sociétés spécialisées en la matière et qui, elles, analysent tout ce qu'on appelle les contributions libres, c'est-à-dire tout ce qui a été dit dans les réunions publiques, tout ce qui a été envoyé sous forme d'email, de courrier, tous les cahiers de doléances. Voilà. Et alors, eux, ils utilisent et ils mettent en œuvre quoi ? Ils mettent en œuvre ce qu'on appelle les arbres de connaissances. C'est une technique qui a été inventée par 2 sociologues et un mathématicien, Michel Serres, 2 philosophes, pardon, Michel Serres, Pierre Lévy et un mathématicien qui s'appelle Michel Autain, je crois. Et c'est quelque chose qui marche très bien, en fait. Et c'est ce que voulait utiliser la Commission nationale du débat public, Chantal Joanneau, au tout début. Donc la méthodologie reste la même. Et c'est à ça qu'on va assister lundi matin. C'est-à-dire ou lundi dans la journée, je ne sais pas si c'est le Premier ministre, avec voilà, ils vont restituer, ils vont dire voilà ce qu'on a compris, ce qu'on a récolté, et ils vont le présenter sous ces formes d'arbre de la connaissance. L'intérêt de cette méthode, c'est que ça permet en un seul coup d'œil ou très rapidement de voir tout ce qui fait consensus. Et par rapport à la transparence, tout est absolument transparent. C'est-à-dire qu'ils vont mettre à disposition, ils vont tout ouvrir, c'est-à-dire toutes les données seront transparentes, mais aussi la méthodologie qu'ils ont utilisée. Il n'y a pas les codes sources. Oui. Si on n'a pas les codes sources, c'est pas falsifiable. Il faudra voir ça avec eux lundi. Et ça a coûté de l'argent. Juste un mot du coût de ce grand débat. On avait estimé le coût global entre 10 et 15 millions d'euros. On va être globalement à 12 millions d'euros, nous dit Sébastien Lecornu. Et il ajoute 12 millions d'euros, c'est le coût de la démocratie. Arnaud Benedetti. Oui, c'est le coût de la démocratie. Mais je voudrais revenir sur l'implication. Quand même, ce sont les plus politisés, et c'est connu en sciences politiques, qui participent à ce genre de démarche. Donc là-dessus, il faut être extrêmement prudent et ne pas surinterpréter les chiffres. Parce que quand on regarde de manière un peu plus granulaire et sociologiquement la population qui a participé à la fois physiquement et qui a contribué par écrit à ce grand débat, ce sont pour la plupart des gens de plus de 50 ans, c'est quand même une carrière des urbains et des CSP plutôt plus. Donc c'est ça la sociologie. Finalement, c'est la sociologie du macronisme aussi qui a participé au grand débat, et c'est vraisemblablement la limite déjà en termes de mobilisation du grand débat. Le deuxième point, la limite, elle est liée finalement. Finalement, ce grand débat, il avait 3 fonctions. La première fonction, c'était de rétablir et de restaurer l'image personnelle d'Emmanuel Macron, qui avait été quand même profondément bousculée par les événements de décembre 2018. Il y avait aussi la volonté de rétablir l'image d'un président de la République qui rassemble, qui retrouve un peu sa dimension, j'allais dire, thaumaturgique, qui permette de panser les plaies. Je ne suis pas sûr que de ce point de vue-là, il est totalement réussi, parce qu'on a eu un Emmanuel Macron qui parfois a reversé dans ses petits travers et dans ses petites phrases et dans sa dimension clivante. Le troisième élément, c'est la limite, c'est qu'on débat de quoi? C'est un peu comme avec les Corses. On débat de quoi? La lettre, il ne faut jamais oublier, la lettre qui a été envoyée aux Françaises et aux Français, c'est une lettre quand même qui cadre grandement les choses. Et il y a des tas d'éléments, des tas de sujets qui ne sont pas débattus. Et c'est pour ça que, inévitablement, les Français aujourd'hui une majorité de Français
Français est de plus en plus sceptique et le risque aujourd'hui que court Emmanuel Macron, c'est bien évidemment d'avoir un grand débat qui débouche sur un certain nombre de frustrations et qui ne permettent pas d'enjamber la crise à laquelle il est confronté. Juste d'un mot, sa cote de confiance rechute déjà après 3 mois de hausse, moins 3 selon Ella pour les Échos et Radio Classique ce soir. Le chiffre vient de tomber. Alexia Germont, vous vouliez intervenir. Ça me semble normal parce qu'on arrive justement au moment où ça devient plus dangereux dans la restitution. Cela dit, pour rebondir, je crois que pour les débats physiques qui ont été organisés, on va dire hors du champ de la sphère macroniste, ce qui était totalement notre cas, de façon libre, simplement la société civile qui s'exprime de façon transpartisane. Ce n'était donc pas la sociologie totalement macroniste, et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant de voir cette libération de la parole que l'on retrouve dans plein d'exercices après. C'est comme si l'envie de participer au grand débat avait redonné confiance à un certain nombre de citoyens, à créer quelque chose. Ça a déclenché, et on voit bien après que quand on lance des ateliers de réflexion, en dehors du grand débat bien sûr, il y a une appétence beaucoup plus forte pour la participation. Après, avec un sujet auquel on va très vite arriver, qui est en fait cette somme d'expressions individuelles, et ça on l'a aussi tous ressenti, c'est que ce n'étaient pas les grands sujets collectifs qui étaient en haut de l'intérêt finalement. L'expression venait de la somme des intérêts individuels. Et ça, je vois mal comment l'exécutif va arriver à se raccrocher aux branches pour arriver à satisfaire cette somme d'intérêts individuels par des propositions collectives. Alors justement, ce grand débat, il s'est étalé sur plusieurs mois. Emmanuel Macron a fait le tour des régions, le tour des Français, presque 100 heures d'échanges. Il a rencontré tous les âges, tous les profils, toutes les catégories socio-professionnelles. Et maintenant, quel bilan que peut-il en ressortir? Je vais vous poser la question dans un instant. Retour en image d'abord sur quelques moments forts de ce Tour de France. Ne plus utiliser les autistes comme insulte. Parce que François Fillon, à un moment, il a utilisé l'autisme en disant « on n'est pas des autistes ». Vous l'avez dit avec beaucoup d'émotion, puis avec votre tempérament. Non, les enfants, c'est moi qui donne le micro, parce que, non, mais c'est moi, c'est pas une communauté autogérée. Faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Monsieur Macron, nous sommes toutes des femmes ici, et je pense que vous devez faire plaisir aux dames. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas refuser à une dame. Regardez. Des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer. Des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyés au Nigeria. Et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Benjamin Morel, il y en a eu des rencontres, des moments assez marquants, des moments assez forts. Quel est le bilan qu'on peut en tirer? Si vous voulez, ces rencontres, elles sont extrêmement diverses, et on a eu en effet des questions qui parfois étaient très individuelles, parfois très techniques qui sont arrivées. Il a rencontré beaucoup de maires, Emmanuel Macron, donc la loi NOTRe a été tout en haut des préoccupations des Français. On a eu un sondage ELAB qui est paru hier, qui montrait que la décentralisation n'était une priorité pour sortir du débat que pour 2% des Français. Donc il faut bien voir qu'on a tout de même une représentativité, encore une fois, qui est relativement faible, à la fois des gens qui ont participé au débat et des gens qui étaient justement dans ces débats avec Emmanuel Macron. Donc est-ce qu'on peut vraiment se baser là-dessus pour sortir de la crise? Ça paraît relativement difficile. C'était en effet un exercice de communication qui a plutôt bien fonctionné parce qu'il a permis à Emmanuel Macron de montrer qu'il était compétent, que c'était un bon orateur et qu'il n'avait pas peur d'aller au-devant des Français. Mais pour arriver à trouver les solutions, il va falloir aller voir plus large. Et quand on prend aujourd'hui les enquêtes d'opinion, on voit que très clairement, il y a 2 sujets qui ressortent. Le pouvoir d'achat, la fiscalité. Le reste est quasiment accessoire, y compris d'ailleurs la question des institutions. Arriver à sortir de cette crise par le pouvoir d'achat et la fiscalité, alors qu'on a déjà lâché 10 milliards, et qu'on est en crise économique au niveau européen, au niveau mondial. Ce n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, ça paraît tout de même relativement compliqué et c'est une gageure. C'est vrai qu'on a envie de dire grand débat, et maintenant, Stéphane Vernet? C'est toute la question, mais je trouve ça très intéressant. Il y a effectivement 2 grands biais qu'on a évoqués. Le premier, c'est celui que vous évoquiez tout à l'heure et à nouveau, c'est celui de qui participe. Et quand vous dites en fait que les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a 2 thèmes qui ressortent, moi je pense que ça, c'est une image assez fidèle de ce que l'ensemble des Français pense ou de ce dont l'ensemble des Français se préoccupent aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément ce qui sort dans le grand débat. Dans le grand débat, dans l'analyse des contributions libres, il y a 8 grands thèmes qui ressortent, et pas 2.
Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens qui ont participé, c'est pas les gilets jaunes, c'est pas tous les Français. Ce sont des gens qui ont l'appétence pour le débat, qui ont l'habitude de ça, qui ont envie de s'exprimer, et donc beaucoup de proches d'Emmanuel Macron, de la Macronie, etc. Donc effectivement, est-ce que ce qui se dit dans le grand débat est représentatif de ce que pensent les Français? Moi, je pense qu'il y a un premier... Ça revient presque à dire tout ça pour ça. Tous ces grands débats pour rien, 15 débats pour... Alors, l'autre biais qui me paraît intéressant, c'est ce que disait Arnaud de Benedetti tout à l'heure, c'est l'aspect communication, Emmanuel Macron, rassembleur... Recréer du lien. Voilà. Et donc, le fait qu'il se soit beaucoup mis en scène, c'est un avantage pour lui, c'est que ça le replace au milieu du jeu, ça lui a permis au moins au début de reprendre la main, et puis en plus c'est un exercice dans lequel il excelle, c'est Emmanuel Macron. L'exercice du meeting, de la campagne. En campagne, mais c'est pas forcément ce qu'on attend du président, et le problème c'est que là où il y a biais, c'est qu'en réalité les médias se sont hyper concentrés sur la centaine d'heures à laquelle il a participé, mais on oublie qu'il y a eu 10 000 réunions publiques. Et ça veut dire qu'il y en a eu 10 000 où il n'était pas. Et celles-là, on ne les a pas vues. Et donc, entre ce qui s'est passé et ce qu'il a exprimé devant les caméras et ce qui s'est passé en coulisses hors champ, moi, je pense qu'il y a également un gros hiatus. Pour une raison toute simple, c'est que moi, les quelques débats auxquels j'ai assisté ou que j'ai suivi à la télévision, vous voyez que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les gens sont tellement contents à un moment d'être face au président qu'en fait, ils veulent profiter du moment, ils tiennent la parole. Et en réalité, dans ces séquences-là, typiquement les séquences dont ne voulait pas Chantal Joanneau, c'est pour ça qu'elle s'est fâchée avec l'exécutif en disant surtout il ne faut pas faire ça, et ils l'ont fait quand même. Et qu'est-ce qui se passe dans ces séquences-là? C'est que chacun voit midi à sa porte. C'est ce qui s'est passé en Corse. Tout le monde vient avec son sujet et pas les grandes préoccupations du pays qu'on voit à travers d'autres enquêtes d'opinion. Arnaud Benedetti. Non, mais si vous voulez, on a le sentiment que ce grand débat était fait pour refabriquer du consentement. C'est-à-dire que, finalement, essayer d'expliquer à nouveau quelle est la ligne politique d'Emmanuel Macron. Oui, du consentement, finalement, mais du consentement au logiciel politique d'Emmanuel Macron. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron ne veut pas changer de logiciel politique. Et la difficulté à laquelle il est quand même fondamentalement confronté, c'est qu'il a une majorité en France, alors qui est très hétéroclite, mais qui n'est pas favorable à sa politique, qui est favorable peut-être à faire bouger les choses, mais pas dans la même direction. Et c'est bien la difficulté à laquelle aujourd'hui il se heurte. Et il essaye en effet de réexpliquer durant ce débat quelle est sa politique. Parce qu'il pense que finalement, aujourd'hui, s'il y a eu un problème en France, c'est plus par un défaut de pédagogie, un défaut d'application, que par un réel rejet de sa politique. Et comme il pense avoir été élu sur un mandat très clair, et à mon sens, il n'a pas été élu justement sur un mandat très clair. Il a été élu sur beaucoup d'ambiguïté et dans un concours de circonstances assez exceptionnel. Il a vraisemblablement tendance à penser que c'est la communication qui va sauver sa politique. Et ça, je pense que c'est une des limites aujourd'hui de l'exercice auquel il se confronte. Il y a un passage de la chronique d'Alba Ventura sur RTL ce matin que j'ai trouvé assez intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce que l'on a vu d'Emmanuel Macron, c'est un président qui a fait du tricot. Une maille à l'endroit en Bretagne, une maille à l'envers en Corse, une maille à l'endroit avec les maires. Et elle continue comme ça longtemps. Et ensuite, elle l'explique. Depuis Paris, il pensait faire de la dentelle. Il s'était vu comme un président haute couture. Il a dû se mettre au tricot. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexia Germain? Je pense que, comme toujours, la forme, souvent la mesure, aurait pu être meilleure conseillère. Parce que finalement, au départ, c'est vrai qu'il y a eu un certain consensus de revoir ce président qu'on avait vu quand même très affaibli pendant ses prises de parole publiques, lors des premiers week-ends. Et de voir ce grand débat où il tenait à nouveau, on avait l'impression, en tout cas les dossiers et le pays. Et puis finalement, il a pris goût à l'exercice. Et il a trop pris goût à l'exercice. Et au lieu de faire de cette puissance de feu et de synthèse quelque chose sur lequel s'appuyer, je pense qu'il s'est abîmé dans la durée. Est-ce que, par exemple, le débat avec les enfants était nécessaire ? Franchement, on en a déjà débattu ensemble. Je ne suis pas certaine que c'était le cas. Après, d'ailleurs, les garants eux-mêmes du débat se sont exprimés. Globalement, je crois qu'on peut dire que c'est quand même une réussite parce que
il y a eu, pendant deux mois, on n'a pas cessé de parler de la chose publique, quelque part, même si c'est biaisé. Un élan démocratique. Un élan démocratique qui sera, de toute façon, il en restera quelque chose. Néanmoins, et ça, les garants l'avaient souligné, il y avait le risque d'interférence de l'exécutif. Mais si on remet un peu de perspective à tout ça, souvenons-nous que fin décembre de mémoire, décembre ou janvier, il y avait eu une allocution du président qui reconnaissait lui-même ne pas être arrivé pendant les premiers mois de son mandat à renouer le lien entre les Français et la politique. Lors de son interview à TF1, exactement. Et ça, je crois qu'on peut se dire que c'est dans cet élan-là aussi, certainement, qu'ils ont essayé de travailler. Après, là où on va retomber dans la politique un peu politicienne, c'est que la sortie du grand débat, pour eux, va se télescoper avec les européennes et qu'il y a certainement un certain nombre de propositions qui vont être faites, qu'ils vont essayer de faire passer dans un grand package pour être validé avec les européennes. Il nous reste 1 minute, 30 secondes chacun, c'est possible? On va essayer. Non, si vous voulez, si c'est une opération de communication, elle est beaucoup trop longue. Si c'est une opération de consultation, elle est beaucoup trop courte. Et c'est tout le problème aujourd'hui de ce grand débat. Si jamais il fallait rebondir dans les sondages, il fallait que ça dure 1 mois de moins. Si jamais il s'agissait de réellement consulter le pays, il fallait que ça dure 1 an de plus. Parfaitement résumé, parfaitement calibré. Sur ce qui va se passer pour suivre, moi je rejoins Arnaud Benedetti. En fait, Emmanuel Macron l'a expliqué hier en inventant un nouveau nini, en disant ce sera ni reniement, ni entêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne reviendra pas sur la politique qu'il a mis en œuvre depuis le début de son quinquennat. Et ni entêtement, ça veut dire qu'il y avait quand même des angles morts, des choses qui n'ont pas été débattues publiquement pendant la campagne de la présidentielle, qui sont apparus à la faveur du grand débat. C'est peut-être là-dessus qu'il va essayer d'actionner des leviers, au moins pour la symbolique. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat ce soir. Notre grand débat, le grand débat de Public Sénat d'OVPL. Fin de cette émission. On se retrouve donc lundi en direct à 18h. L'invité de Territoire d'Info demain matin, c'est Yann Brossat, tête de liste PCF pour les européennes. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.